Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Et c'est parti pour ce nouvel épisode de Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Sébastien qui, en sa qualité de thérapeute holistique, est déjà venu nous parler de sexualité durant la période périnatale. Sébastien, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Céline, un plaisir d'être là. Mais pareillement, plaisir partagé. Et dans cet épisode, on va parler de ton parcours personnel cette fois-ci, dans le chemin de conscience que tu as parcouru en lien avec ta vie intime et ta façon de la concevoir. Parce que, à mon sens, un homme n'est pas que je le dis avec mes mots, un zizi sur pattes, et que tu vois ce que je veux dire, mais qu'en tout cas, il peut y avoir une conscience et que voilà, c'est beaucoup plus, ça va beaucoup plus au-delà qu'un gros cliché que parfois certaines femmes pourraient avoir sur les hommes. Merci pour ça, de ne pas me réduire et nous réduire à ça. Nom d'un clito, témoignage. Alors, pour toi, Sébastien, est-ce que tu peux déjà nous parler un peu de ton chemin de déconditionnement pour sortir de ces injonctions? Et comment est-ce que tu as pu trouver une sexualité plus sacrée et qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a motivé à entamer ce voyage? Dans l'histoire, je crois que j'ai pas forcément baigné dans une famille où la sexualité était quelque chose dont on parlait. Donc non pas forcément dans un cadre où on parle des ébats, où il y a quelque chose qui peut être malaisant et quelque chose, voilà, qui est une intimité qui est dévoilée, qui, voilà, qui n'est pas forcément souhaitée, mais rien que de considérer la sexualité comme faisant partie de la vie, faisant partie des choses importantes aussi de la vie, cette intimité, cette énergie de vie. Avec les copains et autres, c'est souvent un champ de la compétition. C'est quelque chose qui est très quantitatif, à celui qui déballera et qui en dira le plus sur ses exploits. Donc voilà. Et puis des fois, bah, je crois que je me suis retrouvé à qui j'en parle, quoi, enfin, comment ça marche. Des fois, tu te retrouves aussi confronté bah, finalement aux vidéos, à la manière dont c'est véhiculé dans des films et autres. Et puis, quand tu ressens une forme de pression, quand même, d'une certaine manière, quand tu te dois de, quand c'est comme une forme d'injonction, quelque chose de l'extérieur, il faut, Mhm. bah, c'est lourd. Et quand tu fais voilà, quand tu commences à faire le chemin, à lire des choses, à te dire, bah oui, il y a d'autres champs des possibles, d'autres voies, bah, c'est l'idée aussi l'envie de changer de paradigme. Finalement, ce que j'ai quand même beaucoup vécu, finalement, voilà, et découvert vraiment avec Amélie, hein, ça fait 25 ans qu'on est ensemble, donc on a cheminé beaucoup sur ce thème. Mhm. Et pour arriver à quelque chose voilà, qui est épanouissant aujourd'hui, voilà, qui nous satisfait, qui nous remplit. Donc, l'idée, c'était vraiment de sortir aussi, de sortir de choses, d'idées sur la sexualité, sexualité égale pénétration. Donc, ouais, il y a vraiment, bah, quand on parlait de liberté tout à l'heure, je crois que c'était sortir d'une forme de carcan dans lequel j'étais enfermé Mhm. et où c'était pas épanouissant en fait. Ouais, c'était pas épanouissant quoi.
pour l'énergie de vie que je connais aujourd'hui, ce que ça peut apporter. Euh, je crois il y a vraiment cette idée-là. Puis bah, après, des fois, quand tu fais le chemin, je crois que je me suis offert aussi je me suis offert l'autorisation de faire un bout de chemin aussi avec une sexothérapeute. Et là, avec une femme. Et, euh, et c'est pareil, quoi. Tu découvres des choses. Alors, ça t'appartient pas, mais tu rentres aussi dans des champs d'inconscient collectif, d'inconscient familial, d'histoire personnelle. Et comment tu nettoies aussi ton corps euh, de certaines choses pour, comme je le disais bah, dans l'autre interview, quoi, comment tu te libères, en fait, Mhm. de choses qui sont évidemment cristallisées et qui, du coup, te conditionnent de manière inconsciente. Donc, euh, donc c'est vraiment tout ce chemin-là, quoi. Et une fois conscient et libre, ben, tu peux t'autoriser éventuellement à vivre les choses différemment, quoi. Ouais. Ouais. Est-ce que ce qui me vient là quand tu en parles, c'est que parfois, peut-être même assez souvent, la sexualité, elle peut avoir une connotation, enfin, il peut y avoir une forme de honte, d'humiliation. Il y a un côté qui est assez toxique par rapport à cette sexualité. Euh, Comme on la voit de manière très standard, Hmm, peut-être même très, très fermée. Et ça peut amener à se sentir mal si tu sors un peu du cadre, si tu as une pratique un peu différente, si tu as une orientation différente, si tu as des préférences, voire à se sentir humilié parce qu'on a pu l'être face à sa hmm. sexualité. Ouais, parce que bah, il y a quand même quelque chose dans l'idée du caché, quoi. C'est-à-dire, on est dans un champ de l'intime. Donc, est-ce que de cet intime, tu peux le révéler au monde dans un espace sécuritaire pour partager ton expérience de vie, pour partager ce qui t'anime, voilà, mais dans l'idée, ça reste quand même dans le champ de l'intimité. C'est beaucoup plus facile de parler de son travail que de parler de sa sexualité. Mhm. Ou, bon, et c'est un thème qui effectivement est connoté. Il y a toute une éducation aussi. Éventuellement, on baigne dans un environnement judéo-chrétien avec la vision aussi de la sexualité. Il y a aussi, moi en tant qu'homme, il y a forcément l'histoire en fait autour de la sexualité et comment ben, des fois certains hommes ont utilisé en fait ce pouvoir et cette domination de manière à teinter Mhm. en fait teinter ce mot et avec des choses très violentes, très fortes et vraiment une notion de pouvoir aussi, de prise de pouvoir. Donc c'est teinté aussi en tant qu'homme, même si moi je me sens pas concerné par ça, d'une certaine manière, je baigne dedans dans un inconscient collectif où je suis un homme et donc je fais partie d'une forme d'égrégore qui peut être teintée un amas de pensée qui dit, bah, oui, comme je suis un homme, bah, je fais partie éventuellement de ces hommes qui ont fait que, ou potentiellement je peux être un homme qui fait que. Donc, ouais, c'est puissant en fait, ce qu'il y a derrière tout ça. Alors que dans l'idée, ce serait d'amener justement ça peut être lourd, alors que l'idée, ce serait de l'amener de la légèreté, quoi, de l'amour et de la beauté de l'instant et de l'intensité de l'instant, et non pas quelque chose qui est lourd, qui peut être teinté de choses graves et autres, quoi. Donc l'idée, c'est comment on s'extirpe en fait de ça pour justement créer un autre égrégore à côté, quoi, un autre paradigme qui redonne en fait à la sexualité, à cette rencontre et à ce rapport intime quelque chose de très, alors sacré, ça fait peur à des gens, mais ouais, de la beauté en fait de cette rencontre, de cette union qui est très très forte, très puissante, très intense et qui peut amener dans des états d'être que le mental n'ose même pas imaginer, quoi. Oui, absolument. C'est vrai que c'est pas que une histoire de pénétration euh, Mhm. ou pas, mais il y a tout ce qu'il y a autour, toute la relation déjà à soi, comme on est de soi à soi, et puis la relation avec l'autre, mais un aspect, sans y aller avec un jeu de mots, mais beaucoup plus profond dans la relation, dans cette connexion d'humain à humain. Et toi, en tant qu'homme, Sébastien, quelles ont été les principales croyances de performance
auxquels tu as été confronté et comment est-ce que tu as réussi à les surmonter? Hmm. C'est quelque chose qui est très, très, très fort, ça. Le devoir, le il faut. Tu vois, comme je te disais en préambule, me concernant, là. Et ça peut créer une forme, en fait, d'anxiété, un peu, parce que ça peut créer des blocages. C'est comme s'il y avait déjà, comme on disait, c'est une forme de pression, en fait. Mm, C'est-à-dire que il y a l'idée du faire plaisir, c'est-à-dire euh, donner l'orgasme, comme si d'une certaine manière égotique, ça ne tenait qu'à nous, mais néanmoins, c'était la preuve de notre puissance, de notre virilité, ce genre de choses, mm, qui du coup devient une sorte d'objectif premier. C'est-à-dire qu'on en oublie finalement la présence, on en oublie notre propre plaisir pour certains, on est dans une dynamique de résultat. ouais, Donc là, ça reste très mental. Quand on parle de quelque chose d'holistique, voilà, donc c'est quelque chose qui est dans le faire, quoi. Il y a la notion d'endurance, parce que avec l'illusion de dire bah si on dure longtemps, bah, on est mieux, quoi. Tu vois, et il y a des choses c'est très quantitatives en fait. mm, C'est presque comme si et après du coup tu peux le raconter aux autres, quoi. Tu vois, genre ça a duré toute la nuit. Enfin j'ai une relation de autant d'heures. mm, Après, il y a une forme d'efficacité aussi. Il faut être, enfin, l'histoire du garde à vous, quoi. Il faut être présent tout de suite, il faut avoir une érection. Parce que c'est important, parce que symboliquement, ça témoigne pareil de ta puissance, de ta force, de ta vitalité, ta virilité. Alors que ben, derrière, après, voilà, quand tu fais le chemin, tu peux te dire qu'il y a d'autres champs, en fait, des possibles que ça. Puis tu retrouves le champ de la compétition, quoi. mm, Vraiment de se dire, quoi, quand tu racontes les choses donc, ouais, il y a une forme de devoir, en fait, qui est présente derrière ça, et ouais, avec quelque chose de très quantitatif. mm, Vraiment qui peut être mesuré et, voilà, qui est assez restreint, finalement, par rapport à l'expérience que ça peut être. Mais du coup, ça peut enfermer, quoi. Vraiment, quand on parlait, pareil, tu vois, de liberté, si déjà tu es dans une idée d'objectif à atteindre, bon, ton champ des possibles est déjà restreint, quoi. mm, Et ça, bah oui, ça, enfin, tu le vois, comme tu disais tout à l'heure, éventuellement avec certaines vidéos dans certains films, une certaine manière, ou la taille, tu vois, là, il y a vraiment mm, que si ça, quoi, l'obsession de la taille pour certains hommes, et avec des fausses croyances qui sont là sur qu'est-ce qu'il faut comme taille à minima et tout un tas de trucs. Bon, bah forcément, après, tu t'interroges, tu n'oses pas forcément en parler. Puis si l'autre, il te raconte que c'est trop bien pour lui, qu'il a fait pendant toute une nuit, bon, bah tu le laisses parler, quoi. Tu vois, après, c'est toujours mm, pareil, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? ouais, Et donc, ouais, il y a ces formes-là, quand même, de performance qui sont très, très présentes, mais du coup, qui sont vraiment dans le faire, en fait. Dans mm, le faire et dans le devoir. mm, Et ça, et, et ça peut amener, en fait, ouais, ça peut vraiment amener à bloquer des choses, voire à fuir certaines choses. Parce que si tu te sens pas capable de répondre à tous ces besoins et à quelque chose que tu considères comme étant un devoir, bah, ouais, tu peux fuir le truc. ouais, Parce que ne pas réussir, c'est aussi un témoin de bah, ton incompétence et c'est difficile, quoi. mhm. Et, tu parles de ce devoir faire Hmm. et tu l'opposes à accueillir être. Est-ce que tu peux nous expliquer, Sébastien, ce concept de accueillir être et comment ça se traduit dans la vie intime, dans la vie sexuelle, Hmm. voire quotidienne? Ouais, ouais, bien sûr. Euh, bah, le devoir faire, il y a la notion de il faut. Et il faut sous l'angle bah, de la taille, il faut sous l'angle de la durée, il faut sous l'angle du nombre de coups de rein, il faut sous l'angle du nombre d'orgasmes, il faut sous l'angle de l'objectif. Mm, Donc ça reste pour moi dans le mental, parce que tant que l'objectif, entre guillemets, n'est pas atteint, bah, il ne peut pas y avoir, on va dire, de liberté ou d'ouverture à d'autres choses. Tandis que l'accueillir être, il y a une forme de... Tu lâches en fait, et t'es dans le je choisis.
C'est-à-dire que l'idée, c'est d'être pleinement présent à ce qui se passe là, pour toi déjà, dans ton propre corps, et en lien avec l'autre. Donc il y a des connexions en fait qui sont beaucoup plus profondes en fait que se limiter à celle du mental. Il y a des connexions du mental, de l'émotionnel, du cœur, évidemment des corps, de l'énergétique, de l'imperceptible. Et donc le fait d'accueillir, c'est de se dire qu'est-ce qui est là en fait, en présence, en conscience, et qu'est-ce que la vie exprime à ce moment-là, sans forcément juger et laisser être. Et donc dans cette rencontre très intime, il y a ça qui est en fait, et je goûte l'instant en fait. Mhm. Des fois, je goûte l'infiniment perceptible. Euh, Sortir du faire, c'est être en fait. C'est ça aussi l'idée. Ouais. C'est être là, à cet endroit, et puis dans quelque chose quand même, en plus, voilà, quand une femme t'accueille, j'allais dire, où il y a quelque chose aussi de fort, enfin, de symbolique, de fort, quoi, de très. Il y a une forme de respect aussi. Ouais, c'est quelque chose de très très fort en fait. Mhm. Que si tu t'autorises à être pleinement présent à ça, à ce lien qui est tissé à cet endroit. euh, Puis la peau, il y a quelque chose de cette barrière entre l'intérieur et l'extérieur, quoi. Donc tu goûtes en intensité en fait, je crois Mhm. aussi. Et donc dans le quotidien, bah oui, après c'est vraiment l'histoire enfin, de- même des fois dans quelque chose qui est effleuré, dans un baiser, dans un regard, il y a quelque chose qui connecte et qui renvoie à des moments plus intenses, plus puissants. Et donc, et puis bah, tu peux ouvrir d'autres champs, par exemple le champ de l'émotionnel, quoi. On en Mhm. parlera peut-être tout à l'heure, mais Mhm. il y a une forme de médecine aussi qui s'installe dans la sexualité, de la rencontre. Ouais. Donc, c'est vraiment sortir du il faut, en fait. Euh, Parce qu'on sait pas, en fait, s'il faut, on sait déjà où on va. Mhm. Et on s'offre pas la possibilité de waouh, mais je pensais jamais qu'on serait allé là. Et Mhm. ah oui, ok. Ouais. Et t'es pas dans les livres, t'es pas dans, même si t'as pu lire des trucs dans certaines cultures et autres, mais ah ouais, donc tu t'offres la possibilité de vivre une expérience pleine, entière, et, et ça, oui, oui, c'est beaucoup plus épanouissant que de te dire que c'est comme si tu avais un tableau de bord avec, tu vois, des objectifs. Attends, mais tu coches les trucs. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Bon, c'est pas, bon, c'est pas très, ouais, en tout cas, ça fait plus rêver, moi. Tu vois, Mhm. voilà. Ouais, je comprends. Et ça coupe la spontanéité, clairement. Bah oui, oui, oui. Ouais. Mm. Et quand tu parles de accueillir, ça me fait aussi penser à l'acceptation, l'accueil, l'acceptation, que ça puisse être différent à chaque fois déjà pour Mm. soi, de soi à soi, dire ok, ben, d'une fois à l'autre, ce sera différent et je l'accepte. Puis tu parlais de la femme, qu'elle accepte aussi que ben, l'homme il puisse avoir la fameuse panne ou qu'il puisse Mm. avoir une taille de sexe différente de ce qui est représenté, qu'il devrait. Et je peux imaginer, et là tu pourras me donner ton point de vue d'homme par rapport à ça, Sébastien, ça aide aussi de savoir que de l'autre côté, la femme ou le partenaire, la partenaire, peu importe, accueille aussi cette vulnérabilité, le fait qu'on reste humain, qu'il y a un corps qui parfois va fonctionner, d'autres fois un petit peu moins de ce à quoi on est habitué ou de ce qu'on envisage dans cet objectif. Bah oui, c'est sûr que ça enlève une forme de pression, quoi. Mm. Parce qu'il y a ça aussi, d'accueillir que c'est possible, et que c'est comme ça là, dans l'instant, et que ça peut être conjoncturel et pas forcément structurel. Mm. Et ce que je voulais rajouter dans l'accueillir, c'est-à-dire dans le donner-recevoir, en fait. Mm. C'est-à-dire que dans l'idée, des fois on a plus l'impression que c'est la femme qui accueille et l'homme qui donne ou voilà, qui entre.
Mais il y a ce schéma aussi que l'homme peut accueillir aussi, en fait, la femme. Il n'est pas que dans le donner, il peut être aussi dans le recevoir s'il ouvre son cœur et s'il s'ouvre pleinement, en fait, à ça, et que la femme peut donner à ce moment-là, justement. Oui, dans cette conception du donner-recevoir, tu fais bien de mentionner aussi que les femmes, elles peuvent tout à fait donner et que c'est Mm. aussi le rôle des femmes qui a besoin aussi que la femme se rende compte que c'est pas à l'homme de tout faire, qu'elle peut reprendre son pouvoir par rapport à ça et puis être tout à fait responsable de son propre bien-être, de son épanouissement, et pas attendre que ce soit l'homme qui l'amène au septième ciel ou peu importe. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. Ouais, pour ça, je crois qu'il y a aussi l'idée de bien connaître son propre corps et, euh, et voilà, ce qui nous anime, ce ce qui nous touche. Les perceptions, même sensibles et autres, pour pouvoir les communiquer à l'autre. Et comme je disais tout à l'heure, c'est sûr que pour les hommes, des fois, c'est un peu égotique, quoi. C'est très tourné finalement vers soi-même et pas vers la femme, de se dire, ah bah oui, c'est en fonction de si j'arrive ou pas à, à donner ou à offrir un orgasme à une femme, et je vais être quelque chose. Donc finalement, c'est même pas tourné vers elle, c'est tourné vers nous pour nous rassurer. Donc il y a une dynamique aussi qui n'est pas forcément juste aussi. C'est parce que c'est presque des fois comme un objet pour se rassurer, quoi. Tu vois ce que je veux dire, d'une certaine manière. Ouais. C'est et bon, voilà, c'est peu flatteur aussi d'une certaine manière. Donc, du coup, on n'est pas en lien avec la personne, on est en lien pour se prouver quelque chose à nous-mêmes. Mm. Donc, donc à cet endroit-là, il y a quelque chose qui est coupé aussi, et on retrouve cette dynamique, cette dynamique de performance et de croyance que je vais être viril parce que j'arrive à, Mhm. et que qu'on restera encore cette relation. Mhm. Donc l'homme aussi a besoin, lui, et je crois quand tu posais la question tout à l'heure, de bien connaître son corps aussi, euh, pour pouvoir partager avec sa partenaire ce qui l'anime, ce qui lui fait du bien. Et euh, c'est, c'est aussi son niveau d'excitation, voilà, comment ça fonctionne. On parlait par contre de maîtrise tout à l'heure, de voir aussi, tu vois, de jouer avec ça, quoi. Mhm. De sortir aussi de certaines croyances que, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais de dissocier, par exemple, l'orgasme de l'éjaculation. Ça, c'est quelque chose conceptuellement qui est difficile pour beaucoup parce que, on associe les deux et c'est comme ça. Tu vois, voilà, du côté des taoïstes, il y a, voilà, on en parlera peut-être, mais donc il y a vraiment aussi une forme enfin, d'éducation, mais dans l'idée d'ouverture du champ des possibles. Mhm. Mhm. Et pour ça, de connaître son corps, bah oui, c'est important aussi, quoi. Mhm. Mhm. Bah écoute, parlons-en, vu que tu parles de ce sujet. Effectivement, on pourrait avoir tendance à associer l'orgasme masculin à l'éjaculation et c'est Hmm. pas forcément le cas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Euh, En fait, dans l'idée, c'est que l'énergie sexuelle, c'est aussi une énergie de vie en fait qui circule et qui se met en mouvement. Et donc, notamment dans les cultures taoïstes, on va dire, où les empereurs avaient des conseillers conjugaux, mais qui étaient très fatigués parce qu'il y avait de nombreux partenaires. Ils se sont interrogés à savoir, quoi. Il y a vraiment une notion où c'est une forme de mécanicité au niveau de l'éjaculation à un moment donné. Et si on arrive à jouer en fait avec ça, on peut toucher quelque chose qui finalement est l'orgasme à proprement dit, Mhm. sans forcément perdre notre énergie de vie, parce que c'est ça aussi qui est vu, c'est-à-dire que c'est fatigant pour un homme à l'éjaculation, parce que ça nécessite beaucoup d'énergie de reconstituer le stock de spermatozoïdes. Mhm. Et il y a des sportifs, par exemple, c'est connu, hommes qui vont pas forcément qui n'auront pas de relation avant une compétition ou la veille même parce que ça va vraiment leur faire perdre leur énergie, quoi. Mhm. Donc c'est une énergie de vie qui circule et comment on la diffuse, comment on la dilapide pas et on la met à l'extérieur,
et comment on la diffuse dans tout notre corps. C'est-à-dire qu'on peut répandre, en fait, dans tout notre corps, cette énergie de vie, cette sensation très forte, cette extase, comment on peut la faire diffuser dans notre corps. Et il y a, par exemple, Mantak Chia qui a écrit un livre qui s'appelle L'homme multi-orgasmique, et comment, au travers, bon, on verra peut-être, mais enfin, d'exercices et autres, bah, tu peux apprendre. Alors, c'est un côté qui est peut-être très technique pour certains, qui est critiqué en ce sens, mais qui peut aussi rassurer, mais qui peut faire goûter, en fait, d'une certaine manière. Tu as des schémas, tu as tout un tas de protocoles, et ainsi de suite. Donc, et tu as l'équivalent pour la femme. Mais néanmoins, ça permet d'ouvrir un champ de conscience et un champ des possibles, de se dire, ah oui, il y a ça dans d'autres cultures. Et, euh, oui, dans cette culture-là, c'est dissocié en fait. L'orgasme et l'éjaculation sont deux choses différentes. Et ça peut, de ce fait, aussi d'une certaine manière, rester en lien aussi. Il y a la frustration des hommes aussi, des fois, qui dit, bah oui, mais alors pourquoi elle, elle aurait plein d'orgasmes et puis moi, j'en ai qu'un, ou c'est plus difficile après d'en revenir Mhm. en lien si c'est ça, mais finalement, il peut y avoir une forme d'équivalence, une forme de possibilité pour les hommes de goûter en fait plusieurs orgasmes dans un rapport. Et ça, c'est quelque chose, bah, pareil, qui s'expérimente. Donc, finalement, la sexualité des hommes, d'une certaine manière, peut se rapprocher et pas si différente dans le côté orgasmique que pour les femmes, quoi. Que pour les Mhm. femmes. Mhm. Donc, voilà, l'idée c'est pareil, c'est de vivre vraiment en conscience et le fait de pas être dans le mental, mais dans son corps, à ressentir ce qui s'y passe et où est-ce que j'en suis de mon niveau d'excitation, qu'est-ce qui se passe et tout ça, ben c'est pareil, ça amène de la conscience et une forme de maîtrise qui permet de jouer aussi avec ça en fait. Mhm. L'idée c'est de jouer aussi avec ce flux d'énergie, ce flux de vie pour pouvoir l'orienter où on veut et pas être dans une dynamique juste de décharge. Mhm. Euh, alors des fois, j'avais vu en fait la sexualité de l'épée, où tu as l'érection, la pénétration, l'éjaculation. Bon, moi, j'ai rajouté le E parce que l'orthographe, c'est vrai, et le E, c'est endormissement pour moi. Tu vois, donc comment, comment tu sors de sexualité de l'épée, qui est finalement aussi salvateur en fait pour les hommes, quoi. T'es pas juste là pour soulager une tension, parce que c'est ça qui peut se passer, parce que souvent, tu as une forme de relâchement derrière, parce que ça peut être un exutoire à l'émotionnel. Parce que les hommes n'ont pas l'habitude de prendre soin éventuellement de leur émotionnel, et donc d'une certaine manière, cette décharge amène un apaisement, et ça relâche tellement qu'ils s'endorment, quoi. Alors qu'à ce moment-là, peut-être justement, bah, il y avait possibilité de créer un lien fort, intense, très intime dans la relation, voilà, s'il n'y avait pas eu cette forme-là, quoi. Ouais. Et les taoïstes appellent ça la petite mort aussi, tu vois, d'une certaine symbolique. Donc, mais ça, si on, enfin, entre guillemets, si on ne sait pas, on va pas forcément avoir envie d'aller visiter pour se dire, ah, tiens, c'est possible, mais comment ça se jouerait pour moi? Comment je peux l'expérimenter? Comment je peux goûter, en fait, cette idée que? Voilà, quoi. Bah, quand tu parles d'endormissement, ça peut aussi provoquer de la frustration de l'autre côté parce que c'est aussi à Évidemment. ce moment-là que Mm. Bah oui, évidemment. tu as envie de parler, d'échanger, d'ouvrir la communication. Oui, tu viens de partager quelque chose de très intense, de très fort. Et puis, certaines femmes, bah, et c'est légitime, avoir ce sentiment d'avoir servi à quelque chose, et puis c'est tout, quoi. Une fois que l'objectif est atteint, bon, bah, c'est fini, quoi. On a atteint l'objectif, c'est bon, tu vois, voilà, le truc est. Et puis pourtant, elles ont peut-être même pas forcément, tu vois, été épanouies dans ce moment, parce qu'il n'y a pas eu vraiment la connexion, en fait, à cet endroit. Oui. Il y a une forme de devoir sur lequel l'objectif est atteint ou pas. Et des fois, c'est beaucoup plus rapide pour l'homme que pour la femme. Donc finalement, la rencontre, c'est pas faite, quoi. Mhm. Et il peut y avoir justement de la frustration et tout un tas de choses. Et c'est vrai quand j'entends certains hommes qui disent, bah oui, mais ma femme, elle veut pas. Moi, j'ai plein d'envie et ma femme, elle veut pas. Ben, peut-être faut s'interroger aussi pourquoi elle veut pas, quoi. Est-ce que c'est épanouissant pour elle? Mhm. Euh, quels sont ses besoins? Est-ce qu'ils sont écoutés? Est-ce qu'ils sont respectés? Est-ce qu'ils sont entendus? Et comment faire justement pour se dire, bah oui, mais si elle n'a pas envie plus que ça, c'est que peut-être que c'est pas forcément épanouissant pour elle, ces rencontres, quoi. Mhm. Ouais. Donc, et d'où l'idée encore de la communication intime et de s'offrir ça. Et si on n'y arrive pas, ben, éventuellement de trouver un tiers médiateur
pour nourrir, en fait, parce que c'est important, quoi, Mm. pour nourrir ce champ, en fait, d'une relation. Et tu parlais tout à l'heure de cette charge énergétique, enfin la manière Mm. dont tu te charges énergétiquement, émotionnellement, contre, à l'opposé de se décharger. Dans la sexualité ou dans ta sexualité, comment est-ce que tu as appris à jongler entre les deux et puis à dorénavant te charger plutôt que te décharger à ce niveau-là? Ça ne tient pas qu'à moi. Mais déjà, enfin, je crois que moi, ce qui est important, c'est la question d'intention et de conscience aussi. Mm. C'est-à-dire que si en amont, en fait, tu n'as pas une forme d'hygiène émotionnelle, euh, où tu prends soin, en fait, de la vie qui a cherché à s'exprimer en toi par rapport à ton quotidien, tout un tas de trucs, enfin, tes relations diverses et variées avec ta famille, tes gosses, ou je sais pas quoi, ou au travail, ou ce qui vient de t'arriver dans ta vie, euh, ben, tu arrives avec cette charge émotionnelle qui est restée cristallisée parce qu'elle n'a pas trouvé de chemin éventuellement, voilà. Et tu viens à la rencontre en fait de ta partenaire et moi j'arrive, tu vois, tu peux arriver avec ça. Mm. Donc il y a déjà une question de conscience de se dire, ok, dans quel état d'être j'arrive, Mm. comment j'arrive en fait pour m'inscrire dans ce moment ensemble, et est-ce que finalement je vais me décharger de quelque chose dont j'ai pas pris soin. Et comme je le disais tout à l'heure, bah, c'est une manière de faire, puisque ça va amener une forme d'apaisement, parce que quand tu as trop d'émotions, trop d'intensité à l'intérieur, ça bouillonne. Donc comment, d'une certaine manière, tu vas trouver l'apaisement en te déchargeant de cette manière-là, puis Mm. après, pouf, ça retombe, et voilà. Donc ça, il y a ça, de prendre soin de ses émotions en amont, et de les vivre en conscience, euh, et ensuite de garder le lien avec l'autre pour que ce soit nourrissant. Et en fait, il y a une forme, j'aime bien, c'est ce sigle du 8, la horizontale, le lemniscate, là. Comment il y a quelque chose qui est co-nourri, c'est-à-dire que même Amélie, tu vois, des fois, elle met l'intention, en fait, à un moment donné, aussi de me nourrir dans ce moment, dans ces moments d'extase, éventuellement, elle également. Et comment moi aussi, je prends soin, en fait, de ce que je vis à ce moment-là. Éventuellement, comment je m'autorise, tu vois, à ne pas aller jusqu'à l'éjaculation parce que c'est plus une finalité en soi, mais Mm. que j'arrive à goûter et à me nourrir en fait de ce moment et que ça me remplit en fait, tu vois, dans l'idée, pareil, ça me Mm. remplit d'une autre manière. Parce que je goûte des moments qui me nourrissent et je sens ce flux d'énergie en fait qui circule entre nous et, euh, et que ça me nourrit plutôt que je de perdre cette énergie sous cette forme-là, quoi. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus jamais le faire, en fait, d'aller mais de, si on arrive, quand j'arrive à goûter en fait d'une autre manière ce moment de rencontre, eh ben, c'est pas une finalité en soi en fait. Et Mm. pourtant, je peux prendre beaucoup de plaisir à ce moment-là. Mm. Ouais. Et ça peut être très nourrissant et de ressortir de là vraiment chargé plutôt que déchargé. Après, on peut mettre, tu vois, forcément ces termes ils sont connotés, mais c'est vraiment ça, de ressortir chargé de ce moment plutôt que d'avoir déchargé quelque chose et d'avoir perdu d'une certaine manière. Mhm. Et dans ce prolongement, et tu me le disais aussi dans les coulisses, que le fait de pouvoir parler d'intimité avec son ou sa partenaire, avec cette authenticité, puis de se sentir vraiment en sécurité, c'est un point crucial dans la relation. Comment est-ce que toi, tu as réussi à ouvrir ce dialogue avec Amélie, avec ta partenaire? Hmm. Euh, pour être honnête, je crois que c'est Amélie qui a ouvert le dialogue avec moi. Et, euh, et puis à ce moment-là, je sais pas si c'est une forme de pudeur, de facilité, mais dans un premier temps, on est pas mal passé par l'écrit. Euh, Parce que c'est très très fort ce que tu rencontres à cet endroit-là. Quand tu es dans ce champ-là, en fait, de la relation avec une personne, euh, dans, bien sûr que tu vas au plus, enfin voilà, c'est toujours pareil, c'est tu vas au plus profond de ton être et de l'autre. Donc forcément, tu vas aller côtoyer des mémoires, côtoyer de l'histoire, côtoyer des choses peut-être même qui nous appartiennent pas, dans le transgénérationnel, dans l'inconscient collectif. Mhm.
tu vas toucher le cellulaire parce que ça va vibrer, ça va bouger, tu vas toucher l'émotionnel. Donc, et puis finalement, c'est avec ce chemin, enfin, quand tu découvres, finalement, quand tu t'autorises à laisser être ce qui doit être, des fois avec des couches d'émotionnel qui s'en vont et tu pleures. Voilà, tu es en lien, tu es dans une relation et un moment d'intensité et il y a quelque chose de toi qui émerge et tu le laisses être. Et tu le prends pas pour toi, parce que quand tu es un homme et que tu vois, toi, par exemple, ta femme qui pleure, tu te dis, ah merde, tu vois, tu peux tout de suite le ramener à toi et te dire, ouais, c'est vraiment aussi nul que ça, elle en pleure, ou je sais pas quoi. Mais si tu arrives à te détacher de ça et te dire, ah oui, voilà, quelque chose de tellement sécuritaire à cet endroit, Mhm. et quelque chose de tellement enveloppant, de tellement puissant, de tellement fort, qu'elle s'autorise, et réciproquement pour moi, hein, ça m'est arrivé, elle s'autorise à lâcher quelque chose qui était peut-être cristallisé dans son corps à ce moment-là, et à se libérer de ça pour créer l'espace, pour émettre de la lumière et autre chose pour la suite. Mhm. C'est c'est tellement beau, tellement puissant et tellement fort. Ouais, enfin voilà, on est bien au-delà en fait du mental et tu vois de la restriction, de l'objectif, du résultat, parce que tu te dis pas, et tiens, on va aller, allez, ce qu'on va faire aujourd'hui dans notre rapport, dans notre relation, on va se faire un nettoyage émotionnel et on va aller pleurer, quoi. Bon, bah non, en fait, tu dis pas ça, tu vois, on dit, on va, allez, on part en voyage, on ne sait pas où on va, mais notre idée, c'est de rester pleinement conscient, connecté, en lien ensemble, et on verra où le voyage nous emmène. Euh, tu es papa. Hmm. T'as des enfants, garçons et filles. Oui. Euh, donc, tu as peut-être ou probablement parlé de sexualité avec eux. Hmm. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux jeunes personnes qui pourraient nous écouter, qui ont peut-être tendance à s'éduquer par les films, la pornographie, ce genre de choses, pour que ce côté conscient de cette sexualité ait aussi de l'intérêt pour eux? Bah, enfin, c'est même expérimenté, on va dire. Tu vois, c'est ça, c'est que dans mes... Donc, il y a mon garçon qui est venu me chercher le plus grand des fois quand il était dans quelque chose voilà, qu'il a traversé et en sécurité. Donc, je crois qu'il faut démystifier, en fait. C'est la bonne mesure entre pas être invasif, mais dire qu'on est là si besoin aussi et qu'il existe d'autres voies. Mhm. Bon, c'est vrai que maintenant avec Internet, ils peuvent, voilà, d'autres choses, pas spontanément aller voir dans les voies du taoïsme, du tantrisme ou du slow sex, par exemple, dans ces dynamiques-là. Mais de dire qu'il y a d'autres voies, éventuellement de le provoquer, parce que ça m'arrivait moi avec mon beau-fils, avec le copain de ma fille, en fait, de lui... Bon, la bibliothèque à la maison, elle est dans le salon, quoi, et on cache pas les bouquins sur la sexualité. Et donc il y avait un bouquin sur le slow sex, et il me dit, ah, c'est quoi ça? Ben, j'ai dit, écoute, voilà, je te le prête, voilà en quoi ça consiste. Mhm. Et l'idée, c'est de pas que ça soit un tabou. Et en même temps, trouver la bonne mesure de ne pas rentrer, tu vois, dans l'intimité où ça devient, comme je disais tout à l'heure, malaisant, où tu deviens invasif, en fait, là-dedans. Mhm. Mais je crois que le fait de savoir que ce qui est diffusé dans certains films, dans tout le champ en fait, de la pornographie et autres, même si bah, voilà, il y a d'autres champs de la pornographie qui s'ouvrent, voilà, avec d'autres courants et autres, mais je suis pas trop, voilà, je suis pas forcément aguerri là-dessus, on va dire, sur Mhm. l'émergence d'une nouvelle pornographie. Euh, Ouais, c'est d'enlever les croyances, les injonctions. Et il m'arrivait il y a 2 ans, je crois, on avait 19 ados à la maison. Et j'étais parti faire un stage qui s'appelait À toi et ta sexualité. Voilà. Et avec Benjamin Arias. Et en revenant, les gars, ils m'ont demandé, bah, t'étais où, Seb? Tu faisais quoi et tout? Bah, on s'est posé, quoi. Et on a commencé à discuter taoïsme, de ce qu'ils connaissaient, de leur vie, de la manière dont ils voyaient les choses, de ce qu'ils avaient l'impression. Donc quand ça s'installe, le thème, bah, c'est de s'autoriser à en parler, quoi, chacun dans la mesure de ce qu'il a envie de confier, pour détabouiser le truc, en fait. Voilà, je crois un peu comme ce que tu fais, quoi, de se dire, euh, de rendre quelque chose de plus léger, quoi. Moins, et, euh, et finalement, quand ça se dépose de manière, avec une intention saine, qui est pas invasive, qui est vraiment dans l'idée de se dire, mais, voilà, ça c'est une version, et il en existe d'autres. Je te dis pas vers laquelle tu dois aller, mais voilà.
Et puis quand on parle de son expérience, l'idée, voilà, c'est pas forcément de rentrer dans quelque chose qui est d'une intimité très très poussée, d'une certaine manière, mais ça n'empêche pas de se dire, bon, en tout cas, moi j'ai expérimenté ces voies-là et ça me nourrit, en fait. Ça m'épanouit plus Mhm. que celles que j'ai connues quand j'étais ado ou quand j'avais ton âge, quoi. Mhm. Pas en faire un tabou. Je crois que voilà, la sexualité fait partie de la vie et c'est cette bonne mesure. Je crois, voilà, c'est ça. Mhm. Entre partager son expérience sans forcément aller trop loin dans l'intimité si c'est pas souhaité et comment on respire aussi ça. Voilà, euh, entre ce qui est peut-être de l'ordre du trop intime ou tout un tas de choses et en moins ce qui fait partie de l'expérience de la vie et comment il peut exister d'autres voies et donc soit par des reportages, soit par des bouquins. Et je me souviens avoir diffusé dans ma formation aussi à un moment donné, il y avait un reportage, je sais plus si c'est Canal Plus ou autre, ça s'appelait Les Branleuses. Mhm. Et ça a démystifié, bah ouais, mais tu vois, ça démystifiait en fait la masturbation féminine avec Ouais. tout ce qu'il y a autour. Enfin voilà. Et, euh, et ça m'est arrivé enfin, à des copines ou je sais pas, de leur dire, bah tiens, tu sais qu'il y a ça qui existe. Et puis voilà. Après, Mhm. chacun en fait ce qu'il veut. L'idée, c'est pas, moi, je ne prêche pas la bonne parole de quoi que ce soit. Je partage juste mon expérience. Et puis te dire, bah, tiens, voilà, quoi, ça existe. Oui, et d'en parler librement, Hum, parce qu'il y a, il y a une connotation aussi qui est très particulière dans la sexualité, de parler de sexualité entre hommes et femmes alors qu'on n'est pas en couple ou qu'on hum, n'envisage pas une relation. C'est qu'il y a toujours, ah, est-ce que ce sera bien interprété ou bien reçu? Est-ce qu'on va pas penser que je suis en train d'allumer ou et puis je trouve que c'est super que tu parles à des femmes de cette sexualité de manière totalement ouverte et puis tu sais où tu te poses et puis l'autre sait où il se pose. Il y a pas d'ambiguïté. hum, Et il peut souvent y avoir cette ambiguïté de parler de sexualité entre hommes et femmes. hum. Ouais, parce que des fois, ce qui peut se passer, c'est que c'est quoi l'intention qu'il y a derrière? Moi, mon intention, elle est claire, quoi. Donc et forcément, en fonction de ce que je dégage et ce que je manifeste, bah, je crois qu'il y a peut-être la sécurité, justement, dont tu parlais tout à l'heure. Tu vois, Mm. donc on peut en parler sans se sentir, entre guillemets, comme une proie ou quelqu'un qui forcément a une intention derrière pour m'utiliser, pour obtenir ce qu'il souhaite, voilà, aboutir à ses fins ou je ne sais quoi, comment on peut le formuler. Mm. Mais oui, je crois que pouvoir en parler librement et après, ben, moi, ce que je dirais, est juste être vigilant sur la liberté d'expression pour pas heurter en fonction aussi de la personne que tu as en face de toi, quoi. Est-ce que c'est acceptable aussi pour l'autre de recevoir ce que tu vas lui dire et qu'il n'en a pas forcément envie? Donc, c'était plus de respirer avec ça, quoi, cette précaution-là. Eh ben, écoute, c'est un beau message de fin, Sébastien. Hmm, Vraiment beaucoup, beaucoup pour tes partages, pour tout ce que tu es venu apporter dans cet épisode de cette sexualité masculine. J'espère que ça aura permis aux auditeurs, aux auditrices de voir ça de manière différente parce que, parce que ça peut être complètement différent de ce hmm. que on pense que ça devrait être selon certains standards. Donc, merci à toi pour ton partage. Avec plaisir, Céline. Merci de m'avoir donné la parole. Et puis, si tu as aussi envie de venir témoigner au micro du Clito, que ce soit avec ta casquette de professionnel ou avec ton vécu de personne qui se cherche, qui se libère et assume après avoir perdu son hypopète, ça, autrement dit, c'est quand tu as pu avoir l'impression que ta boussole intérieure faisait grève, eh ben, mon Insta est grand ouvert et toutes les infos sont dans le descriptif de l'épisode. Et puis, moi, je te dis à bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, suis le clito sur Instagram sur le compte Nom d'un clito tout attaché. À bientôt!